Que ce soit pour mieux gérer vos finances, découvrir mes revenus, le chiffre d'affaires de mes sociétés, les coulisses de mon quotidien, mon livre, ou si une récession est à venir, par quoi commencer quand on débute, je vais répondre à toutes ces questions dans cette FAQ spéciale où on parle de bourse, d'objectifs financiers, de projets à venir et même de quelques surprises inattendues. Vous êtes plus de 150 000 à suivre cette chaîne YouTube. Merci pour votre soutien et votre engagement sur les vidéos que je publie chaque mercredi. Donc il était temps de répondre à toutes vos questions et en toute transparence. Vous avez été nombreux à en poser, parfois même indiscrètes. Et donc mon équipe a fait une sélection. Merci pour tous vos messages aussi de soutien qui m'ont fait vraiment très plaisir. Allez, c'est parti. Première question. Pierre qui demande « Quel est ton investissement non financier le moins rentable mais que tu regrettes le moins ?» Bon, tous les investissements que j'ai faits jusqu'à présent, heureusement, ont été rentables. Non financier, je dirais peut-être ma voiture. C'est pas rentable puisque c'est quand même une dépense, mais en soi, c'est une bonne dépense selon moi. Je ne suis pas très voiture, je n'ai pas acheté une voiture haut de gamme, pourtant j'aurais pu. Voilà, j'ai besoin d'une voiture qui soit fiable. C'est très fiable et j'en suis très content. Et c'est un peu la voiture de l'investisseur. En tout cas, de l'investisseur pas fan de voiture qui sait mettre son argent ailleurs plutôt que dans une voiture haut de gamme. Donc, je dirais ça. Après, vraiment, investissement non financier, pas rentable. Je dirais peut-être le voyage à Bali qu'on a fait avec ma compagne. C'était pour fêter nos 5 ans. C'était hyper enrichissant. C'était pas rentable forcément, c'était plus une dépense. On a vraiment vécu le côté Bali authentique aux côtés des Balinais. Et on n'est vraiment pas allé vers les plages avec plein de touristes, etc. C'était vraiment pas ça qui nous intéressait. Donc voilà, je dirais ces deux dépenses, investissements pas forcément rentables et non financiers. Pierre qui demande aussi quels sont tes loisirs, passions non financiers. Alors j'adore lire, je lis beaucoup, j'aime beaucoup m'instruire. Récemment, je me suis abonné au service de Le Monde Mémorable. J'aime beaucoup cette application. C'est un peu mes dépenses, ce genre je dépense beaucoup dans le savoir finalement, les livres mémorables. Je dépense pas beaucoup, mais quand je dépense, c'est plutôt dans ça. Je vais dire des basiques, mais j'aime bien voir des amis, jouer à des jeux de société. J'aime bien aller balader mon chien tous les jours. C'est un peu mes petites coupures quand je travaille. J'aime bien la randonnée. Je me suis mis au badminton. Je faisais avant du théâtre d'impro. Je faisais un peu d'hypnose. Et puis, j'essaye un peu d'entretenir le physique. Donc, je vais un peu à la salle de sport avec des amis. Voilà, c'est un petit peu mes passions. Je suis quelqu'un d'assez simple. Je dépense pas autant que je pourrais en tout cas. Étienne qui demande « Bonjour, quelles études as-tu fait ?» J'ai commencé par une prépa scientifique. Pour la petite anecdote, j'ai fini major de cette prépa. J'ai pu choisir une bonne école. J'ai choisi donc ISAE Supaéro sur Toulouse, qui est une très bonne école d'ingénieur en France. Ensuite, j'ai fait plusieurs semestres académiques. Je suis parti en Australie. J'ai étudié aussi à Southampton en Angleterre. J'ai aussi fini par me reconvertir professionnellement puisque je suis devenu conseiller en gestion de patrimoine. Donc, j'ai ensuite fait un cursus pour être conseiller en investissement financier et d'autres accréditations pour être vraiment CGP. Alors, question de style connexion. Les ETF sont des placements long terme. D'où proviennent vos revenus? Je vais répondre en même temps à l'autre question. Combien génère S'Investir par mois environ? Donc, on a plusieurs activités. Il y a plusieurs sociétés d'ailleurs au sein de S'Investir. Il y a notamment le cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Donc là où je me suis associé, on est 3 dessus avec Cyril Renaud et Jean-Guillaume Imbert. Donc, cabinet de conseil, on accompagne des clients dans tous leurs aspects patrimoniaux et notamment, on les accompagne pour investir sur les meilleurs placements financiers. On accompagne des chefs d'entreprise. On a sorti une vidéo d'ailleurs de présentation de S'Investir Conseil avec toute cette approche-là. On a aujourd'hui plus de 250 clients. On conseille et on a à peu près sur en cours un peu plus de 110 millions d'euros. Donc, ça a super bien fonctionné, ça a super bien démarré cette association. Ça fait un moment qu'on est CGP, mais on s'est associés vraiment tous les trois cette année pour allier nos forces. On est d'ailleurs maintenant 5, on a recruté 2 personnes, 2 anciens banquiers privés, Omar et Inès, qui font un super travail et qui nous aident au quotidien. Donc, on a cette activité de CGP. On a YouTube. Alors, je vais montrer les chiffres. YouTube qui nous génère des revenus en fonction du nombre de vues qu'on fait. Donc, bon, là, le dernier mois a été un superbe mois. On a 7 668 euros de revenus. Mais si on prend sur toute l'année, voilà, ça génère à peu près 38 000 euros sur un an. On a aussi des partenaires. Notamment sur notre site internet, on fait des comparatifs complets de comptes titres d'assurance vie, etc. Et lorsqu'on met en avant les partenaires auxquels on croit le plus, par exemple, Lynxea, qui est pour moi la meilleure assurance vie, Trade Republic, qui est pour moi le meilleur compte titre,
ou Boursorama, qui est un des meilleurs PEA actuellement, eh bien, si des gens ouvrent un compte titre en passant par notre lien, on peut toucher de l'argent. Donc, c'est ce qu'on appelle de l'affiliation. Donc, ça, c'est encore une autre activité. Et ensuite, on a une dernière activité de formation. Donc, on a un programme de formation et d'accompagnement complet sur la gestion de patrimoine pour les particuliers et sur comment bien investir en bourse pour s'enrichir durablement. Ça s'appelle le programme LBD. C'est notre programme phare. Et puis, on a un programme aussi pour les chefs d'entreprise, LBD Pro, donc pour apprendre à bien investir sa trésorerie quand on est chef d'entreprise. Donc, je vous montre les chiffres en toute transparence. Je vous les avais déjà montrés l'an dernier. Donc, tout a commencé avec une micro-entreprise en 2020, 2021. Les sociétés ont été créées en 2022. Ça a bien grandi depuis. Donc, ça, c'est l'historique un peu des chiffres d'affaires, des bénéfices bruts, des bénéfices nets. C'est le prévisionnel, le compte, le bilan n'est pas finalisé sur mes sociétés. On s'attend à un chiffre d'affaires cette année de 2,5 millions, un bénéfice de 1 150 000 et donc un bénéfice net de 867 000 euros une fois l'impôt sur les sociétés enlevé. Donc, les sociétés sont 100% françaises, fiscalement, toutes les 100% français, on n'est pas à Dubaï. Et voilà, donc ça marche très très bien, on est encore en croissance. Je suis moi-même très étonné de ces résultats. Notre approche, notre philosophie d'investissement vraiment plaît et donc nos contenus pédagogiques aussi et le cabinet aussi S'Investir Conseil qui s'est super bien développé. Donc je suis super content de ces chiffres en tout cas. Question de Alex, cherches-tu des collaborateurs avec qui travailler? Si oui, sur quel type de poste? Oui, ça arrive et quand on fait des vagues de recrutement, souvent on envoie par mail. Donc n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter Substack. Je mettrai le lien en description. On peut chercher des conseillers en gestion de patrimoine lorsque notre cabinet S'Investir Conseil va agrandir et on adore recruter au sein de notre communauté puisqu'on a des gens souvent qui sont très très pointus s'ils ont regardé l'ensemble de nos contenus et surtout s'ils sont dans nos programmes de formation. On peut chercher aussi des commerciaux, des gens qui vont nous aider sur le contenu, sur le community management, des choses comme ça. Donc, il y a des fois des postes effectivement qui sortent. Question de Marine, comment s'organisent tes journées en général de A à Z? Alors, en général, ma routine, entrepreneur, non, je rigole un peu de ça parce que des fois, je vois des vidéos un peu bullshit là-dessus. Non, alors je me lève vers 7h, je prends mon petit déjeuner, à 7h30, 8h, je commence à travailler. J'ai la chance de travailler depuis chez moi, même si on a des locaux, mais moi je travaille plutôt depuis chez moi. Un outil que j'utilise beaucoup, c'est simplement ça, un timer. Donc je mets le temps comme ça, et puis quand ça bip, j'essaie de faire une pause, j'essaie d'aller balader mon chien ou autre. Je travaille jusqu'à midi. On mange avec ma compagne entre midi et 1h. Je continue de travailler. Ensuite, et puis vers 17h, parfois 18h, parfois 20h. Parfois, je fais des lives aussi avec des membres de nos formations. Des fois, ça peut être très tard. Mais voilà, c'est une indépendance. Je suis libre après de mon temps. Je peux prendre des fois des après-midi pour des choses. Et puis, je ne travaille pas le week-end. Vraiment, on essaie de vraiment couper avec ma compagne qui travaille avec moi aussi. Le soir aussi, on essaye de vraiment pas parler travail. Parce que comme on travaille ensemble, elle fait tout ce qui est montage, etc. sur la chaîne. Comme on travaille ensemble, on essaye le soir de vraiment couper. Donc voilà un peu mes journées. Et un truc qui m'aide beaucoup, c'est vraiment ça. Et c'est le chien qui permet aussi de faire des pauses et d'aller balader un petit peu. On a une forêt à côté de chez nous. Question de Pierre. Bonjour Mathieu, comme je suis quelqu'un de méfiant, comment peux-tu me démontrer que le programme LBD est une formation sérieuse qui porte ses fruits si on la fait sérieusement? Alors, te démontrer, je suis content qu'on ait ensuite des réponses. En fait, on a derrière Laurent qui explique qu'il est LBD, qui donc a rejoint le programme et qu'il a trouvé vraiment ça très pédagogique. Bon, voilà, il y a son retour d'expérience. Il précise qu'il ne fait pas de pub pour Mathieu et que c'est simplement son opinion. Donc, il a mis en place un portefeuille selon ses objectifs, sa personnalité et il est très satisfait. Il y a aussi donc Abello Sabine qui dit la même chose et qui dit d'aller voir les avis Trustpilot. Alors, effectivement, je ne peux pas te démontrer ça par A plus B. Ce que je peux te montrer en tout cas, c'est que tout ça, c'est bien réel. C'est un programme complet. On fait des lives tous les mois. Je réponds à toutes les questions toutes les semaines des membres. On a un forum communautaire avec plus de 1500 membres. Tout est modéré avec des admins, des CGP qui peuvent répondre à vos questions, les CGP de S'Investir Conseil. Il y a réponse à toutes vos questions, vraiment. Vous pouvez poser vos questions à la communauté comme à nous, CGP S'Investir Conseil. À l'intérieur, il y a une formation même pour déclarer ses impôts, une formation pour les CPI, il y a des masterclass avec des experts. Il y a vraiment beaucoup de choses.
Et pour moi, on a vraiment créé le programme le plus complet pour investir en bourse, gérer son patrimoine et investir de la meilleure des manières pour développer sa richesse durablement. Et on a reçu plein d'avis des membres, plus de 400 avis, on est noté 4.9. Tout ça, c'est des vrais avis. Il n'y a vraiment aucun fake. Par exemple, voilà, au top, merci Omar, ça c'est sur notre cabinet. Il y a beaucoup d'avis. Et les avis Trustpilot, il y a aussi les avis Google, où on est noté 4.9 aussi et à 278 avis. Question de Nico, quels outils utilises-tu pour suivre tes investissements? Alors, l'idée, quand on veut investir de la meilleure des manières, il faut être le plus passif possible. Donc, il faut limiter son biais d'action et regarder le moins possible ses investissements pour prendre peu de décisions, en tout cas les décisions les plus sensées et pas sur le coup de l'émotion. Moi, j'utilise un simple tableur Excel sur Google Sheet où je suis tout mon patrimoine. Je partage ça en toute transparence d'ailleurs dans le programme LBD. J'utilise uniquement ça. J'ai Finari aussi. Parfois, ça se déconnecte un petit peu. Je regarde pas tant que ça finalement Finari, sinon c'est un très bon outil. Mais voilà, j'utilise un simple tableur Excel. Quentin qui demande, est-ce que tu gères la partie compliance toi-même dans ton cabinet ou tu as une personne dédiée pour cela? Je pose la question car je suis CIF depuis un peu plus d'1 an et j'ai été surpris de voir la quantité de procédures et de contraintes réglementaires liées à ce statut. Effectivement, il y a beaucoup de contraintes parce que il faut que ce soit très régulé pour défendre au maximum les intérêts des épargnants et que les CGP fassent les bonnes choses et que les CIF protègent au maximum les clients. Donc, c'est une bonne chose. Maintenant, ça freine effectivement un petit peu l'activité. Nous, il y a vraiment mon associé Cyril Renaud qui s'occupe à fond de ce sujet. On a fait appel aussi à un prestataire externe spécialisé, dédié à ça, qui était un ancien contrôleur, Anacofi, etc. Et donc, qui nous a vraiment aidé sur tous ces sujets. Et maintenant, on a des process qui sont très clairs et très carrés. Mais effectivement, surtout quand on est tout seul, ça peut être très délicat. Question de Kevin. Bonjour Mathieu, merci pour ton travail, toutes tes vidéos et ta formation. Tu es rassurant et inspirant. Ma question, avec l'investiture de Donald Trump dans quelques semaines et ses relations avec Poutine, est-ce qu'il faut revoir l'organisation de son portefeuille d'actions en bourse? Je pense notamment à la guerre qui oppose l'Ukraine et la Russie. Alors la réponse c'est non. Il ne faut absolument pas utiliser le contexte macroéconomique, la situation actuelle géopolitique pour investir. C'est deux choses complètement différentes et prendre en considération les événements géopolitiques, macroéconomiques, etc. pour son portefeuille est complètement contre-productif. Il y a beaucoup de papiers qui le démontrent. L'idée, c'est d'investir de manière passive sur le long terme en n'essayant absolument pas d'essayer d'être meilleur que les autres et d'essayer de réarbitrer son portefeuille au gré des nouveautés, des news et de l'investiture de Donald Trump. Donc la réponse est non, il n'y a rien à faire si de base tu as la bonne allocation stratégique dans ton portefeuille. Question de Martine. Bonjour Mathieu, j'ai suivi la formation qui m'a aidé à comprendre comment et pourquoi on investit. Je n'ai pas encore eu le temps de revoir la vidéo réactualisée. Je trouve que le travail de pédagogie que vous faites est essentiel. Merci beaucoup Martine. Je suis aussi à l'Université de l'épargne avec Charles Gave, une vision un peu différente de l'épargne. Oui, assez différente même. Ma question, je voudrais investir dans 1 ou 2 ETF énergie. Lesquels proposez-vous? Alors, investir sur l'énergie, c'est prendre un biais dans son portefeuille, c'est mal diversifier et avoir une exposition sectorielle. Ce n'est pas du tout dans ma philosophie d'investissement. Donc moi, je propose aucun ETF énergie et je déconseille même d'avoir ce genre de biais. Question de financez-nous. Déjà, merci pour ton travail d'éducation financière. Quel regard sur les cryptos? Alors, j'ai un regard sur les cryptos qui se veut plutôt agnostique, assez neutre. C'est devenu un actif majeur, les crypto-monnaies. Le Bitcoin, c'est la 7e capitalisation, tout actif confondu au monde, devant Tesla, devant Meta, ex-Facebook. C'est devenu un actif aujourd'hui majeur et c'est indéniable. Donc, avoir une petite partie de crypto-monnaie en portefeuille, je trouve ça personnellement sensé. Ce que je trouve insensé, c'est par contre d'en avoir beaucoup trop, sachant que c'est une classe d'actifs relativement jeune. Le Bitcoin a été créé en 2008 et une classe d'actifs relativement très risquée avec une grande volatilité et beaucoup d'incertitudes quand même sur cette classe. Sinon, j'ai sorti un guide complet sur les crypto-monnaies. Je t'invite vraiment à regarder cette vidéo où j'explique plus en profondeur mon analyse du marché crypto. Question de Tommy, une récession, grosse crise économique est-elle à craindre très prochainement? Oui. La réponse est oui. Très prochainement, peut-être pas, mais un jour ou l'autre, ça arrivera, c'est sûr. Et par contre, ce qu'il faut faire, ce n'est absolument pas essayer de l'anticiper, essayer de timer pour savoir à quel moment ça va arriver. Ça serait contre-productif parce que personne n'a de boule de cristal et personne n'arrivera à prédire avec exactitude le timing précis de la prochaine crise.
Par contre, ce qu'il faut faire, c'est savoir comment réagir lorsqu'il y aura une crise, mettre déjà dans son portefeuille toutes les chances de son côté pour pouvoir la vivre convenablement, pouvoir dormir tranquille et pouvoir même en profiter. Maintenant, voilà, encore une fois, personne n'a de boule de cristal, personne ne sait quand elle arrivera et par contre, un jour ou l'autre, ça arrivera, ça fait partie des cycles économiques. Question de Diego, je voudrais en savoir plus sur la sortie de ton livre. Alors, je ne peux pas en dire trop. Je ne sais pas quand cette vidéo sortira exactement. En tout cas, s'il y a eu des news, normalement, tu as tout reçu par mail si tu es abonné à la newsletter. Sur YouTube, en temps voulu, il y aura une annonce évidemment. Question de Kevin, par quel investissement commencer pour un débutant? Pour un débutant, un très bon investissement, selon moi, c'est la bourse. On peut commencer à partir de 10 euros tout simplement, et avoir un portefeuille qui est très bien diversifié et se placer sur la classe d'actifs la plus performante et la plus passive historiquement. Aujourd'hui, c'est une opportunité pour tout le monde. Tout le monde peut investir en bourse. Chacun peut vraiment, avec juste une bonne stratégie, mettre toutes les chances de son côté pour s'enrichir durablement. C'est accessible à tout le monde et ça peut prendre vraiment très peu de temps, moins de 10 minutes par mois. En tout cas, si ça t'intéresse, j'ai fait une formation offerte complète sur bien débuter en bourse. Je mettrai aussi le lien en description. Question de Julien. Connais-tu une obligation intéressante sur Trade Republic? Alors, malheureusement, sur Trade Republic, selon moi, ce n'est pas le bon endroit pour investir en obligations. Le bon endroit, ça va plutôt être sur une bonne assurance vie, avec de très bons fonds obligataires ou des très bons fonds datés. Et il y a de superbes opportunités. Encore aujourd'hui, il y avait une belle fenêtre de tir plutôt en 2023, mais encore aujourd'hui, il y a des opportunités. Le truc avec des obligations sur Trade Republic, c'est que si ton obligation, elle verse 5%, que tu te prends la flat tax dessus, l'imposition à 30%, tu fais le calcul, si à 5%, tu y enlèves 30% de flat tax, tu tombes à 3,5% de performance par an seulement pour une stratégie obligataire relativement risquée puisque tu vas être exposé à quelques obligations seulement sur Trade Republic. Moi, je trouve que c'est pas pertinent et puis ça va complexifier en plus ta déclaration fiscale. Je pense qu'il y a vraiment mieux à faire, que ce soit en termes de performance, en termes d'efficience fiscale. Il y a mieux à faire que sur Trade Republic, selon moi. Question de Hervé. Bonjour Mathieu, comment faire pour aider mes petits-enfants? J'aimerais placer 50 euros par mois à chacune, j'en ai 3, via des ETF. Eh bien, si les petits-enfants sont mineurs, on peut ouvrir une assurance vie, on peut ouvrir un compte titre à leur nom. S'ils sont majeurs et que tu as moins de 80 ans, tu peux leur faire un don Sarkozy. Donc, tu peux leur donner 31 865 euros sans droit de donation à payer. Voilà. Et puis, s'ils ont un horizon de placement relativement long terme, on va pouvoir donc effectivement mettre des ETF, mettre plutôt des ETF actions et aller chercher de la performance. Question de Sabine. Mathieu, merci pour les contenus très qualitatifs. Dans la formation comme les vidéos YouTube, l'interview avec Mathias Bacchino était intéressante, mais on l'avait déjà longuement entendu sur Légende. Ok, alors ce serait bien d'aller chercher d'autres profils similaires, par exemple Fortuneo, Lynxea ou venant du private equity. Aussi, j'apprécie beaucoup les masterclass qui permettent de s'ouvrir à d'autres classes d'investissement. Donc les masterclass dans le programme LBD. Je comprends tout à fait pour l'interview de Bacchino, c'est vrai qu'on l'avait déjà entendu sur Légende, mais je devais l'inviter parce que c'est quand même une personnalité forte et j'aime beaucoup son discours. Maintenant, sache que ça va arriver en 2025, une interview de Lynxea, effectivement, une interview avec un gérant de private equity. Donc tout ça arrive et j'espère que ça va te plaire. Question de Pierre, quelle lecture à conseiller pour l'investissement locatif? Félicitations pour les 150 000 abonnés. Alors, c'est celui-là. C'est ce bouquin qui est super. Acheter un immeuble et gagner gros. Il y a tout dedans. C'est un livre de Sébastien Morin. Voilà, je recommande fortement pour de l'immobilier locatif. Question de Mathis. Bonjour Mathieu, j'attends une somme assez importante d'ici les 2 prochains mois. J'aimerais investir, mais je ne sais pas comment et je ne sais pas dans quoi. Pourrais-tu m'aider? Alors, ça, c'est une question complexe parce qu'on ne peut pas faire une réponse standard, industrialisée, générique pour tout le monde. Tout dépend de ton profil, de tes objectifs, de ce que tu veux faire avec ça, de ta tolérance au risque. Il y a beaucoup de solutions qui sont possibles. Une chose est sûre, il faut bien faire les choses. Si c'est vraiment une somme assez importante, il faut peut-être se faire accompagner par un conseiller en gestion de patrimoine ou bien il faut vraiment te former toi-même pour que tu puisses savoir exactement ce qu'il faut faire. En tout cas, attention, lorsqu'on a une grosse somme d'argent, à ne pas partir sur des mauvais supports. C'est toujours beaucoup plus compliqué si les choses ont été mal faites au début et qu'on doit déconstruire après. Il peut y avoir des frais qui ont été payés à droite à gauche
qui vont gréver cette performance et qui vont faire mal. Donc attention avec ça, mais voilà, désolé, je ne peux pas donner de réponse standard, ça n'existe pas. Question de Renzi. Bonjour Mathieu, est-ce qu'il faut forcément un comptable pour le LMNP? Sinon, peux-tu faire une vidéo ou tuto là-dessus? Stop, merci. Alors oui, c'est fortement recommandé parce qu'un comptable, ça va quand même t'aider à bien amortir, à bien faire les choses. Tu vas pouvoir le défiscaliser, hein, tu vas pouvoir le passer en charge. Il va pouvoir t'aider à optimiser quand même le montage, la fiscalité et surtout bien approuver ta comptabilité. Ça coûte pas si cher hein, sur du LMNP. Ça peut coûter 400, 500 euros par mois, par an, évidemment. Donc moi, je trouve que c'est un bon investissement. Il vaut mieux le faire avec un comptable. Question de Sylvain. Merci Mathieu. Une question. Doit-on encore investir dans les SCPI? Fahim Prosper, par exemple, dissuade ses abonnés en disant que les résultats de la majeure partie des SCPI n'est pas à la hauteur et donc à fuir. Il y a beaucoup de SCPI qui ne sont pas du tout à recommander. Je suis complètement d'accord sur ce sujet. Maintenant, il existe de superbes SCPI aujourd'hui qui versent plus de 7% par an, certaines sans frais de souscription, certaines avec de la fiscalité avec des immeubles plutôt à l'étranger qui va être très clémente, une fiscalité très intéressante même. Donc en fait, pour moi, il ne faut pas avoir de dogme, il ne faut pas se dire SCPI, voilà, il y a des frais, il y a trop de fiscalité, on arrête. Non, en fait, si on choisit les bonnes SCPI avec le bon système de frais ou avec en tout cas le bon TRI, donc la bonne rentabilité, une fois tous les paramètres pris en compte, la bonne fiscalité, pour moi, les SCPI sont une classe d'actifs incontournable. Il y a de superbes SCPI sur le marché. Et personnellement, j'investis une grosse partie de mon patrimoine, autour de un quart de mon patrimoine investi en SCPI, notamment via mes sociétés. C'est un super investissement. Moi, j'en suis très content. C'est un investissement en plus qui est très résilient, qui va vous verser des revenus de manière très régulière, qui n'a pas la volatilité des marchés, qui permet vraiment d'avoir une diversification qu'on n'aura jamais sinon, puisque c'est de l'immobilier qui peut être professionnel. Dans des SCPI, vous avez parfois des magasins Decathlon, des actions, des Spar, des Basic Fit, des choses que en tant que particulier, vous n'aurez jamais. Et encore une fois, ça peut verser 5-6% net. C'est quand même assez incroyable. Question de Sam. Bravo Mathieu, c'est mérité. Alors petite question, est-ce qu'un CGP SIF Oriacé peut être intermédiaire pour vendre des prévoyances à des sociétés? Alors pour vendre des contrats de prévoyance, tout à fait, à des sociétés, à des chefs d'entreprise. Il suffit d'être intermédiaire en assurance, donc IAS. Alors nous, par exemple, chez Saint-Investisseur Conseil, on est aussi IAS. Donc c'est effectivement quelque chose que peut faire un conseiller en gestion de patrimoine. Et lorsqu'on accompagne, nous, des chefs d'entreprise, on s'assure aussi qu'il est bien assuré, que ce soit en termes de prévoyance, d'assurance homme-clé parfois pour les chefs d'entreprise. Voilà, tout ça, ça se regarde effectivement par un bon CGP. Question de Pierre. Quel est ton objectif financier? 1 million, 2 millions, 5 millions? Ou bien le chemin est plus important que l'arrivée? Penses-tu réduire la cadence de travail avec le temps? Alors, très très bonne question. Pour moi, effectivement, le chemin est plus important que l'arrivée, c'est clair. Moi, j'essaye déjà d'avoir la vie que je rêve déjà au quotidien. C'est mon but voilà, d'être toujours positif, d'être dans la bonne humeur au quotidien. Pour moi, ça, c'est essentiel. Ce n'est pas qu'une question d'argent. Effectivement, je gagne bien ma vie et j'en suis très content. Maintenant, je n'ai pas d'objectif financier très précis. L'objectif, c'est de continuer surtout à beaucoup investir, moi de mon côté, que ce soit en bourse, en SCPI, en private equity, sur d'autres classes d'actifs, notamment via mes sociétés, et de créer aussi un système de rente où je peux vraiment, du jour au lendemain, si j'ai envie, vivre de mon capital et en tout cas être hyper serein parce que je me dis, si mon activité marche plus, si il arrive une catastrophe, si je sais pas, YouTube, la plateforme YouTube ferme, j'aurai toujours ces investissements qui génèrent du capital pour moi et qui sont vraiment ma sécurité financière et aussi ma liberté financière. Donc voilà, l'objectif financier, entre guillemets, moi que je m'étais fixé est déjà plus ou moins atteint. J'ai aujourd'hui plus d'1 million d'euros de patrimoine. Donc voilà, je suis relativement jeune en plus. Donc je vise pas voilà, toujours plus. Je vise pas la croissance la plus élevée possible chaque année. On essaye de bien faire les choses chez S'investir, de bien maîtriser déjà ce qu'on fait, de faire au mieux dans toutes nos branches d'activité, voilà, d'accompagner au mieux nos clients, etc. Le but, c'est pas je sais pas moi, d'être coté au Nasdaq. Enfin, je rigole évidemment, mais le but, c'est pas voilà, d'exploser. On fait déjà les choses très bien. Mes sociétés, c'est mes bébés. Et voilà, je veux le meilleur pour tout ça. Je veux le meilleur aussi pour mon équipe qui m'aide au quotidien. Et je veux absolument pas qu'on déshumanise mon activité. Je veux pas non plus perdre ma liberté au quotidien et avoir trop de charge mentale sur trop de projets.
Il y a plein de projets où je dis non, tout simplement, j'ai pas le temps. Je suis sur Toulouse, on me demande de monter à Paris peut-être tous les mois et j'essaye de ne jamais y monter parce que je suis très bien dans ma petite campagne à faire mes petits trucs tranquillement. Tout le monde financier, etc., est à Paris, hein. Donc, si je devais vraiment exploser et accélérer au maximum mes activités, il faudrait que j'habite à Paris. C'est quelque chose que je refuse. Donc, à un moment donné, il faut savoir dire assez. Quand les choses marchent déjà très bien, j'essaye vraiment de déjà m'en contenter. J'ai fait pas mal d'interviews, par exemple, pour vous dire, hein, sur Paris. J'ai vu des gens qui travaillaient beaucoup trop. Des gens que j'ai interviewés, je me suis dit, mais il faut vraiment lever le pied parce que là, voilà, c'est en tout cas pas ce que je veux devenir quelqu'un qui travaille beaucoup trop et qui met de côté aussi sa santé, ses proches, sa famille. Voilà. Donc pour moi, c'est des choses qui sont essentielles. Donc il faut que ma vie pro et ma vie perso, tout ça, ça soit dans une formidable harmonie et c'est ce que j'essaie de faire entre eux. C'était la dernière question. J'espère que cette FAQ vous a plu. Je vous parle bientôt de mon livre. Ça va venir, vous inquiétez pas. Et je vous dis encore merci à tous, merci pour votre soutien et j'espère que tout roule pour vous et puis je vous souhaite une formidable année 2025 ensuite.